Salut les copines, salut les copains, bienvenue sur la chaîne YouTube de First Team Sport pour ce nouvel épisode de Bagarre Générale. Heureusement pour vous, comme d'habitude, je ne suis pas tout seul avec nous aujourd'hui. Alors exceptionnellement, pas de Loïc cette fois-ci. Il fait un stage de naturisme avec une très belle association on ne rigole pas s'il vous plaît. Une très belle association qui s'appelle Dominance et Liberté. La baseline, la devise, c'est vivons à poil comme nos clébards. Qui sommes-nous pour juger des passions de Loïc? Nous le retrouverons la prochaine fois avec grand plaisir. Mais Christian est là, notre spécialiste du noble art. La vraie patte de Paname, journaliste sportif chez RMC Sport et Canal+, et président de la branche basket France des QAnon, qui considère LeBron comme le GOAT. Bonjour Christian. Je ne suis pas le seul à considérer LeBron comme le GOAT. Ah mais si t'étais tout seul, il n'y aurait pas d'association, d'accord. Non mais beaucoup de monde le pense et beaucoup de monde est dans le vrai en fait. Visiblement tu vas bien. Et le teigneux mais sérieux Eric, ancien pratiquant MMA, préparateur mental de champion et créateur du podcast audio Fréquence MMA. Il est aussi l'inventeur du cachou, mais l'idée lui sera volée en 1880 par Léon Lajonie. Ah bah bonjour merde. Eric. Oui, écoute, c'est dans grande forme. Écoute, je me suis dit, je suis juste un peu déçu de ne pas avoir mon punching ball favori avec qui on aime bien. Qui rend les coups quand même. Ah, qui rend les coups. Le rare punching ball qui rend les coups. Mais on a dans les Christian qui m'a l'air d'être en forme, donc pourquoi pas. Ah, quand on me provoque. Un très beau programme nous attend aujourd'hui, messieurs, pour ce Bagarre Générale 12, mais surtout une nouvelle formule. Eh oui, cette vidéo qu'on va appeler peut-être un peu le round 1 entre nous, sera réservée au MMA avec un retour sur l'UFC 255 et focus sur Co-Main et Main Event, les deux championnats du monde évidemment, chez les mouches. Tout à fait. Puis nous discuterons aussi de ce qu'il faut retenir des news MMA du moment. Puis le deuxième round avec le crochet box dans une deuxième vidéo, mais même équipe. On vous dévoile les ficelles, on enchaînera l'enregistrement, mais ça se verra quasiment pas. Avec un sommaire bien chargé, Christian, Tony Yoka overbooké, des combats de Français annulés, le retour de Canelo, Tyson Jones Jr. qui arrive ça c'est le gros sujet. Et une nouvelle KT, le Bridgerweight. Les Bridgerweight. Je vous expliquerai que tu nous expliques tout ça. Avant de commencer, messieurs, nouvelle formule, mais les règles sont inchangées. Protégez-vous tout le temps, je veux des débats et des interventions propres et surtout de la discipline. Si vous parlez en même temps ou si vous vous coupez la parole, c'est 10 pompes. À pas forte raison, alors qu'aujourd'hui on n'est que tous les trois. Parce que se couper la parole à trois, c'est très mal poli. Si vous êtes prêts, on touche les gants, on range les gels hydroalcooliques. Et on peut commencer avec ce retour sur l'UFC 255. Toujours à huis clos à l'Apex de Las Vegas, petite cage, cette UFC 255, en lourd léger. Alors évidemment on revient sur la main, voilà, les prélims et early prélims, pour ça il faut aller voir Fréquence MMA. Tout à fait. En lourd léger, Paul Craig s'impose par TKO au second round face à Mauricio Rua pour leur revanche, quasiment un an après, jour pour jour, 1 an et 1 semaine je crois, après leur égalité. En mouche féminine, Kathleen Choukagian s'impose face à Cynthia Calvillo à la décision unanime. Puis en welter, Mike Perry perd à la décision unanime aussi face à Tim Means. Voilà, Mike Perry qui nous avait fait un cutting avec 4 livres et demi au-dessus. Quand même bien. Oui, en se filmant 10 jours avant en train de manger un bon burger juicy. Voilà. Tout va bien. Bon, impeccable, le respect est de mise. Et on arrive sur évidemment le co-main event of the evening de ce pay-per-view, championnat du monde des mouches féminines. La championne en titre, Valentina Shevchenko, domine sans surprise Jennifer Maia et s'impose par décision unanime. Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de ce combat que personnellement j'ai trouvé un tantinet ennuyeux? Et Christian, allez. Sans le trouver ennuyeux, moi j'étais intrigué par le retour à la compétition de Shevchenko, puisqu'elle revenait de blessure, une assez grosse blessure en plus. Donc je me disais, est-ce que son adversaire, Jennifer Maia, va trouver le moyen de la mettre ne serait-ce qu'en danger? Apparemment, elle a demandé conseil à Amanda Nunes, sa compatriote brésilienne. Elle lui a donné 2-3 conseils, notamment sur le fait qu'il fallait pas, en gros, fallait bien gérer la distance face à Shevchenko. Soit être très collé, soit vraiment bien s'écarter. Parce que, être apporter des coups. Exactement.
je vais parler sous le contrôle d'Eric. Dans la première partie de combat, aller jusqu'à la fin du deuxième round, moi j'ai le sentiment que techniquement Jennifer Maia fait des choses propres, sans forcément faire quelque chose d'incroyable, mais elle fait des choses propres. Je me suis noté deux, trois petites choses. Elle contrôle la distance, comme il faut qu'elle fasse. Elle réussit un takedown, de rien. Elle met à mal Shevchenko pendant plusieurs secondes. Le problème, c'est qu'à partir du troisième, Shevchenko place un droite-gauche éclair qui vraiment... moi, pour ne rien vous cacher, j'ai regardé le combat en replay. Voilà. Et ce droite-gauche-là était tellement éclair que je me suis remis en arrière pour pouvoir bien le regarder. Un petit plaisir. Ouais. Droite-gauche éclair, la gauche qui passe vraiment sec et tout, et on sent que Maia, dans sa tête, il y a quelque chose qui change. Shevchenko enchaîne avec un takedown. Et à partir de ce moment-là, on sent que le momentum change totalement. Mentalement, Maia n'y croit plus vraiment. En tout cas, elle donne l'impression de plus y croire. Après, Shevchenko, elle fait partie de cette caste de combattantes et de combattants qui sont au sommet depuis longtemps et pour lesquels on ne voit pas ce qui pourrait les arrêter. Donc, sans penser que c'était ennuyeux, pardon. J'avais des attentes sur ce combat-là, mais au final, pas trop de surprises. Voilà. Je suis assez d'accord avec toi. Eric. Oui, Adrien. Qu'as-tu pensé de ce combat, toi ? Écoute, c'est un combat que j'aurais pas pronostiqué de cette manière-là. D'accord. Je t'avoue, j'aurais en fait plus imaginé, comme beaucoup de personnes, elle était largement favorite. C'était 17 contre 1, c'était infernal. Donc j'aurais plutôt imaginé un finish dans la deuxième partie du combat. Elle n'était pas vraiment à 17 contre 1, c'est-à-dire que son adversaire Maia était à 10 contre 1, mais il fallait dépenser $1 700 pour en gagner 100 sur Shevchenko. C'est ça. Donc c'était quelque chose quand même de terrible. Quelques légères frayeurs pour certaines personnes, round 2, quand ils ont vu Maia commencer à travailler au sol, etc., qui est plutôt son jardin. Je vais rejoindre Christian sur pas mal de points. En effet, en début de combat, on a un round 1 plutôt à l'avantage de Shevchenko. Round 2, Shevchenko qui part pour un takedown qui finalement se fait renverser, contrer, et Maia qui domine bien une position au sol. Elle est puissante dans cet exercice-là. On l'a même vu aussi en lutte, en clinch, pouvoir donner la réplique. Et puis en effet, après le round 2, c'est un peu une autoroute. Valentina Shevchenko, pas la plus affûtée qu'on ait vue, pas la plus dominante qu'on ait vue, mais ça suffit. C'est ça qui est terrible contre la numéro 3. Et en effet, à partir du round 3, on la voit aussi aller chercher le combat dans le jardin de Maia, là où j'aurais pensé qu'elle aurait essayé justement de la striker, comme on le voit sur certaines images. Ça, c'est ce qu'elle fait notamment dans le round 5. Elle va assurer sa victoire round 3, round 4. Donc, quand elle attaque le round 5, clairement, elle a 3 rounds devant. Tu te dis, Maia doit finir. Oui. Mais tu vois pas Maia aller finir Shevchenko. Compliqué. Et là, à ce moment-là, tu sens que ça la débloque un petit peu. Et alors là, c'est middle, combo 1, 2, 3 box, coup de pied retourné. Elle la met vraiment mal. On aurait pensé voir ça plus tôt. Je pense qu'elle a été à l'essentiel. Elle a déroulé une victoire safe, facilement à l'arrivée. Des gens parlent en effet de combats ennuyeux où finalement il n'y a rien. Pas spécialement ennuyeux parce que Maia a quand même bien bataillé. Un petit peu au début, mais au-dessus de fil blanc quand même. Non, mais les gens vont être là en disant on attend plus de la super championne Shevchenko. Tu vois, c'est aussi ça qui est revenu dans beaucoup de commentaires et que à l'arrivée, elle est un petit peu victime. Je ne sais pas quel journaliste l'avait fait américain, mais c'était assez logique du syndrome qu'avait aussi Demetrius Johnson quand il dominait largement. Et du coup, on ne voyait plus aussi les performances de la personne. Bien sûr. Ce qui va commencer à arriver aussi un petit peu avec Nunes. C'est ce qui arrive depuis un moment avec Nunes. Mais aussi pour relativiser ce qu'on a vu, c'est qu'on l'a pas vu en activité depuis février, contre sa victoire contre Chookagian. Derrière, elle devait défendre contre Calderwood du UFC 250 en juin. Elle s'est fait le genou, elle a été opérée des ligaments. Donc du coup, il y a cette bonne absence. Il y a revenir avec un genou où ton premier combat de retour, finalement, tu sécures un petit peu. Avec tout ça, ça permet de mettre en perspective un petit peu ce qui s'est passé hier. Je pense que tu mets le même combat sans cette interruption, sans la blessure. Je ne pense pas qu'on voit la même musique. Ça peut se terminer très vite. Donc du coup, j'ai envie quand même de saluer. Moi, tu sais que j'aime bien les champions qui dominent aussi. J'aime bien quand il y a de la compétition et c'est bien de temps en temps qu'il y ait quelqu'un qui a hégémonie, elle est sur la catégorie. Ce qu'elle fait hier, en effet, Maia, tu te dis, elle est 3.
Maïa est à son max parce que Maïa est vraiment physiquement, elle est bien. Ouais, on le sent. Et l'autre va la battre dans son terrain parce que round 3, round 4, elle va la battre sur son jardin, tranquillement, dans les contrôles sol, Shevchenko. Donc moi, elle me semble toujours aussi impressionnante. Ah ça oui. Du coup, mais qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite ? La suite, elle est, je pense, assez simple pour elle. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver dans la catégorie qui s'appelle Jessica Andrade, qui a pulvérisé la numéro 2 actuelle, qui était la numéro 1 juste avant, Kathleen Chookagian, par TKO en moins d'un round. Clairement, tu te dis, tu as envie de voir cette opposition-là parce que tu prends tout le reste du ranking. Il n'y a rien. Franchement, la chercher. Maïa, c'était 3. Chookagian, elle l'avait pulvérisé. Maintenant, elle est 2. Tu prends derrière, il y a des fighteuses intéressantes, mais rien de son niveau. Donc clairement, la seule Andrade avec son style bulldozer, cassé de distance, etc., peut être intéressante. On l'a vu d'ailleurs, Shevchenko avait un peu le défaut de toujours combiner et sortir toujours à droite. Et s'exposait au crochet de Jennifer Maia, son crochet gauche qui est une bonne arme chez elle. Donc ce genre de truc-là, à pas à reproduire contre Andrade, on sait que sur un coup, dans les premières reprises, elle peut éteindre la lumière. Maintenant, si on parle striking sur les deux, il y a aussi un level d'écart entre Shevchenko et Andrade. Je sais pas que quand tu vois l'opposition. Moi, je suis un peu peinard. Alors, juste pour la suite sur Shevchenko, c'est que contrairement à Eric, moi j'aime bien les champions et championnes qui voyagent entre catégories et qui vont chercher. Vous demander, est-ce qu'on peut imaginer que Shevchenko monte de catégorie pour le gros problème, c'est que si elle monte, elle va rapidement se confronter à sa némésis, comme on dit. De toute façon, elle l'a affronté 2 fois. Oui, mais la deuxième fois, beaucoup mettaient Shevchenko gagnante sur la split. Quand même, il faut se souvenir de ça. Ça avait créé une belle polémique à l'époque. Je te rejoins, c'est le fight qu'on a envie. On sait que c'est pas dans les plans de l'UFC tout de suite. C'est ça. Moi, j'aimerais bien le voir une 3e fois, quitte à ce que Amanda Nunes s'impose et mettre les choses au clair et que ce soit carré, que c'est elle la plus forte. Mais... en gros, ça pourrait être le dernier combat de Nunes. Ouais, c'est ça. C'est ça, ça Parce peut être le si elle rebat Shevchenko, le truc c'est qu'il y a toujours il y a toujours un aspect financier qu'il faut pas nier, des records à battre. C'est vrai. Et tant que tu es dominante, tu es en bonne santé, etc. Voilà, il y a pas de raison qu'elle s'arrête tant qu'elle le sent, tu vois. Après, en effet, ce combat-là, je pense que on devrait avoir le Andrade. Si elle passe Andrade, derrière, il faut le super fight, il faut qu'elle remonte en coque. Et qu'on ait ce super fight-là. Oui. Même pour les gens, de manière générale, très sincèrement. Et pour elle. Elle a besoin à un moment de... Parce qu'elle va taper quoi ? Elle va reprendre Chookagian, elle va reprendre Maïa, elle va rapidement tourner en rond. Et je pense que pour la division féminine de l'UFC, avoir un vrai gros super fight, ça peut faire que du bien. Parce qu'il y a eu des combats de très grande qualité cette année chez les féminines, mais pas vraiment de combats avec une grosse hype. Et là, si tu refais un Shevchenko-Nunes... en racontant l'histoire, en racontant ce qui s'est passé lors du deuxième combat, etc., je suis persuadé que ça peut faire quelque chose de très, très tu peux tout tuer en termes de suspense derrière, c'est-à-dire qu'une fois que ce combat-là a été fait, qu'est-ce que tu fais comme grosse affiche féminine ? En paille, c'est une catégorie où il y a des tonnes d'affiches à faire, etc. Mais tu as besoin de ce fight-là. Après, si elle passe, je sais pas le scénario, mais bon, elle est toujours championne mouche, elle va pas lâcher sa ceinture. Il y aura peut-être des challenges qu'on n'a pas vu arriver, mais quand je vois que Chookagian sur la même carte d'hier soir bat Calvillo largement, alors qu'on voyait Calvillo en arrivant mouche, on se dit peut-être ça peut être quelque chose d'intéressant. Chookagian la passe, donc du coup, clairement après Andrade, si elle restait dans la catégorie, c'est encore un fight contre Chookagian. Là, pour le coup, en termes d'excitation, tu peux passer ton chemin. On est d'accord. On l'a vu, Chookagian en plus s'est imposé. Donc, voilà. On reste chez les mouches, mais on passe chez les hommes maintenant, avec le main event, championnat du monde des poids mouches, le champion en titre, Deiveson Figueiredo, garde sa ceinture face à Alex Perez, grâce à une belle guillotine en un peu moins de 2 minutes, avec un combat qui était parti sur les chapeaux de roue et un bel échange de kicks qui annonçait une belle guerre. Et ça s'est terminé très très vite, messieurs. Alors, je ne sais pas si on peut dire échange de kick, vraiment. Parce qu'il y a un kick qui passe pour Perez. Il n'y a pas eu beaucoup de temps. Ouais, il y a un combo low kick middle qui est sympa. Après, Figueiredo, il check un énorme low kick. Le peu de choses ça n'a pas duré longtemps. Il y a une masterclass de violence et de QI fight. C'est terrible. C'est terrible parce que on se dit, à partir du moment où donc, il a quand même un single leg au bout d'un moment, enfin très tôt dans le combat, Perez, on se dit, putain, faut qu'il réussisse le takedown, faut qu'il le fasse.
Il essaye de le balayer et tout, mais il n'y arrive pas. Ah non, sur une jambe. Il y arrive pas. Et puis Figueiredo, ça s'accroche un petit peu au grillage aussi. Ah, mais parce que l'arbitre. Non, mais c'est surtout la phase qu'il a parce qu'il le tient longtemps quand même sur une jambe. Oui. Donc ça crée balance chez Figueiredo. Ouais. Et Figueiredo, c'est lui qui break le truc en allant chercher, Ouais, il fait un truc une clé de jambe, quoi. Elle est dingue, il est dingue son contre. Et ce qui est, si tu veux continuer sur le Non, truc, mais je continue sur la phase. Vas-y, Juste la phase vas-y, pour avoir vas-y. le finish, parce que la phase, elle est assez dingue. Parce que c'est quelqu'un, Figueiredo, qu'on voit souvent comme, à juste titre, et je suis un gros fan, tu le sais très bien, une brute. Il fait très mal, techniquement c'est propre, Et debout il fait très mal. Il a la tronche du genre idéal. Je l'appelle c'est les Kratos, têtes moi. qu'on aime. C'est les têtes qu'on aime. Il fait Mais peur. il a aussi un sol de malade. Il a vraiment, c'est une grosse ceinture noire. Et là où il part sur bon, dommage que mon compagnon Loïc, le naturiste, Il est tout nu. Il est tout nu dans la forêt. Quand il part sur cette clé de jambe, ce qui est fort, c'est que Pérez s'en dégage. Pérez enchaîne derrière avec un hammer fist. Il pense qu'il prend le dessus, donc il va sur Figueiredo. Figueiredo donne un petit peu le dos. Pérez tombe dans le panneau, va choper le dos, et à ce moment-là, en fait, et Figueiredo avait expliqué que c'est quelque chose qu'ils avaient bossé. Ouais. Il transitionne pour aller le choper on le voit là, sur une guillotine avec son bras. La phase est juste folle, c'est-à-dire qu'en effet c'est une brute, mais quel QI fight pour faire cette phase-là. C'est bossé. Après, donc quand il le tient, il est pas loin de se dégager, hein, Pérez d'ailleurs. Parce qu'il amorce une relevée et tout, mais on est en début de combat, on le sait, il n'y a pas de sueur, on le sait, il est plein de bourre au niveau de la puissance. Le faire taper en 1,57 comme ça. Costaud. Chapeau bas, continue sur ce que tu voulais dire. Moi, ce que je voulais dire, c'est que moi, je m'attendais à ce que ce soit un calvaire pour Pérez, mais sur la durée. C'est-à-dire que Figueiredo lui envoie tout ce qu'il a et qui finisse marqué et limite qu'il le termine dans les derniers rounds. Il n'avait pas le temps d'éviter. Et non, il avait peut-être une série à aller regarder. Là, je sais pas. Là, on voit Moreno, on en parlera juste après, Brandon Moreno en contender, mais pour revenir sur tu parlais des kicks tout à l'heure. Et en effet, quand il y a un échange de kicks, le premier middle que place, peut démarrer avec un high, mais le premier middle qui passe là, le bruit. C'est pas le même. C'est pas le même. Il y a un gap de puissance et pourtant, je te dis, l'enchaînement. Et Pérez est bien connu, il a des gros low kicks, il a déjà TKO en low kick, hein, donc c'est au niveau des pattes, c'est quelqu'un. D'ailleurs, j'ai revu l'image, petite parenthèse, l'image de ce TKO en low kick. Moi, ça m'a beaucoup moi, je suis fan de ça et il est très fort dans ce domaine-là. Mais tu vois, le gap de puissance, ce mec-là, il a, tu le voyais dans la cage, déjà, tu as l'impression qu'il était largement dans la catégorie supérieure. Donc, il a le KO power, il a une soumission de Gorey. Il fait peur, clairement, il fait peur à ses adversaires parce que pour qu'il parte tout de suite en single leg, c'est que ça tape pas de la même manière. Et pourtant, Pérez, il aime bien striker, mais aller tenter ça rapidement, c'est quand même aussi un aveu de je veux pas rester dans la distance avec le père, là. Clairement. Ça fait mal. Il a l'air super déterminé, hein, Figueiredo. Oui, non, mais c'est toujours été un mec comme ça. Il a la violence en lui. C'est clairement ça. Voilà, ça fait partie du bonhomme, mais il ne truste pas tout ça au détriment du QI fight. Il l'a fait dans le passé, des erreurs. Hein. Oui. Mais là, on est quand même, notamment c'était sur Formiga, hein, franchement, le combat où on l'a pas reconnu. Mais là, très clairement, violence, QI fight, masterclass. Mais il me semble qu'en plus, je crois qu'il égale le record de finish, 7 finish. 6 ou 7 7 en mouche. Mais moi j'ai une stat quand on parlait de finition et tout ça, parce que toujours dire c'est un mec qui KO sur ces 3 derniers combats, sur 4 derniers combats, c'est 3 finishes. On avait l'étranglement arrière sur Benavides, mais juste avant la guillotine qu'il place contre Tim Elliott, quasiment la même chose. On sait que il a 5 guillotines dans sa carrière, c'est un monstre à ce niveau-là. Et il a 20 sur ses 19 finishes, tu vois, c'est 9 KO, 8 soumissions. Et inconsciemment, c'est un truc, comme il est tellement violent, il fait tellement peur quand il envoie, qu'on oublie un petit peu. Même, tu vois, sa victoire contre Benavides, il le massacre tellement debout, mais il termine quand même étranglement arrière. C'est très fort. Qu'est-ce qu'on voudrait pour Figueiredo pour la suite ? La suite, elle est là. Lui, pour le coup, ce serait si on peut nous remettre la petite photo de Brandon Moreno. On avait eu la photo. Donc, Brandon Moreno, en fait, qui a battu sur la même carte, en fait. Allez, juste une petite parenthèse. Moi, j'étais pas à la base, c'était Cody Garbrandt qui était prévu.
On le sait qu'il descendait et accrochait un peu de mettre de la lumière sur les mouches. Finalement, blessé, ils mettent Alex Perez qui est classé 4. Ce jeune homme est classé 1. Il aurait dû avoir le spot. Il n'était pas content, il aurait dû avoir le spot à la place de Perez. C'est le combat qu'on voulait voir. Après, ils lui mettent Brandon Royval, qui est vraiment le nouveau poison chez les mouches. Tu vois, il est arrivé de finition costaud. On a ce fight-là entre les deux hier, qui est en gros le main event des prélims. Il le termine dans un super combat. Alors j'invite tous les gens, voilà, si vous ne regardez pas trop les prélims, allez voir Brandon Moreno, Brandon Royval. Franchement, c'était un super combat. Et derrière, clairement, il dit je suis le prochain. Et quand Figueiredo gagne, il dit je veux Moreno. Il colle pas Garbrandt. Et qu'est-ce qui se passe? Les deux se mettent d'accord backstage, accord trouvé, UFC 256, 12 décembre, Brandon Moreno. C'est de plus en plus fréquent ça. Alors, attention. Les deux trouvent un accord entre eux, mais est-ce que c'est validé par la oui, c'est déjà comme on dit? Non, a priori c'est bon. Ça se fait pas, a priori, c'est comme bon. ça en ce moment. Ils ont perdu leur Gilbert Burns contre le champion Kamaru Usman en welter. Ouais. Donc là, boum, ils récupèrent un combat avec le titre. Comme ils n'avaient pas voulu avancer le McGregor-Poirier. Puis là, au moins, ça n'a pas été sur Twitter, ça a été backstage, face-to-face. Et là, du coup, accord trouvé, et les mecs rebondissent dans le 12 décembre. Est-ce que ce sera... Le 12 décembre, ils rebondissent. C'est rapide, hein. C'est très, très rapide. Est-ce que ce sera main event, j'imagine? J'ai pas encore l'info. A priori, j'ai envie de dire oui, je pense que ça peut être main event. Je sais pas encore. Il n'y a pas encore l'ordre de la carte, etc. Mais en tout cas, accord trouvé. Donc c'est un rebond. Les deux ont terminé en un round. Ils sont chauds. Ce qui peut être difficile à manager, surtout pour un mec comme Figueiredo, c'est 2 cuttings qu'on sait qu'il cut dur, lui, quand même. Beaucoup. Puisqu'il a repris encore hier dans la cage. Mais après ça, Garbrandt a dit moi je suis chaud, mais mars. Écoute, on va attendre. Hein. C'est un peu la starlette. On va attendre. Alors, après, le truc, c'est que moi je suis un peu entre guillemets peiné pour Perez parce qu'il était sur une pente ascendante. Il est resté sur 3 victoires. Alors il y a cette défaite face à Benavidez de la finale du Contender, mais il était quand même sur quelque chose. Il se crée un peu une belle image. C'est un peu l'image du mec qui a gravi tous les échelons. C'était intéressant de le voir à ce niveau-là. Mais c'était beaucoup trop pour lui. C'était pas il y avait un gap assez incroyable. Juste petit truc sur globalement cette UFC 255. Alors je sais pas si tu comptais conclure juste après. Justement, on allait conclure sur l'UFC 255. Je vais t'offrir. Voilà. Fais-toi plaisir. Je vais t'offrir. En gros, globalement, UFC quand même honnêtement assez terne, mais on a été quand même pas mal gâtés cette année, malgré la pandémie, malgré tout ce qui s'est passé. On a eu des combats de très très grosse qualité, donc moi personnellement je tourne un peu la tête sur un UFC un peu terne, un peu une fois dans l'année. Après tout ce qu'on a vécu, je trouve que ça va, on laisse passer. Après, est-ce que tu es d'accord sur le côté terne de cette UFC ou juste moins clinquant en termes de nom? Parce qu'on est sur un pay-per-view, donc à chaque fois qu'on s'attend à un pay-per-view, il faut savoir quand. Alors en France, pour le moment, ça va, c'est juste avec l'UFC Fight Pass. Quand tu es à l'étranger, tu vas claquer $59. Donc c'est quand même. Je pense que les chiffres vont être très très bas. Oui. Très sincèrement, tu vois. Donc, je vais s'arranger le mois prochain. Je pense qu'ils aiment bien Cody Garbrandt, mais ça ne sera pas pour lui. Mais tout de suite, Cody. Mais en effet, de temps en temps, sur le papier déjà à la base, 2 championnats du monde mouche pour les gens. Voilà. Et très sincèrement, tu vois même sur les réseaux sociaux que la hype n'est pas du tout la même chose. S'il y avait eu du public et qu'on avait pu être dans une grande salle, je suis pas sûr que Figueiredo Perez soit ton main event, tu vois. C'est peut-être co-main ou c'est peut-être très haut sur la main card, mais c'est pas. Ouais, on le sait que les catégories plus basses comme ça, on a 2 champions. On a 2 champions quand même. Ça confirme 2 champions qui paraissent complètement intouchables. Ouais. Ils le sont. Là, il va falloir vraiment. Les manières. Ouais. On va passer un peu aux news MMA. Est-ce qu'il faut retenir de ce qui s'est passé dernièrement, messieurs, notamment avec le MMA qui débarque sur le groupe M6. Le Cage Warriors sera... Alors, je suis pas sûr d'avoir très très bien compris. Je suis pas sûr que ça passe en direct sur W9, mais ça passe via l'application Sisplay. Oui, alors Sisplay, à mon avis, va être en direct. W9 peut-être va rattraper un direct puisqu'il y a toujours 1 heure de décalage avec l'Angleterre. Donc tu peux penser qu'ils vont choper Morgan Charrière qui combat en main event pour la ceinture vacante des plumes. Tu peux penser qu'il va être en direct sur W9. Mais on a aussi 3 autres Français.
Avec Mehdi Ben Lagdar, Nicolas Leblond et Yacine Belhadj. Alors Yacine Belhadj est sur la même carte, mais Nicolas Leblond et Mehdi Ben Lagdar sont, je crois, au 117. Ils refont leur trilogie en 3 jours. Donc, d'accord. Ce qui est fort quand même, je te laisse finir par rapport au groupe. Vas-y, t'es bien lancé. Par rapport au groupe M6, moi je vais me retourner tout de suite vers quelqu'un qui connaît bien la maison RMC. Le bateau coule, mon cher ami. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'attends, perte de l'UFC. Il m'attaque comme ça, gratos. Donc voilà, on a Morgan contre Goodwin là, pour la ceinture vacante plume. Donc super combat. Et puis espérons qu'il n'y ait pas ce problème de test positif d'entourage et tout ça, la galère pour Morgan la dernière fois. Mais bon, il est resté sur le même niveau de training, il n'a pas lâché. Surtout, il n'est pas rentré. Je crois qu'il... Si, il est rentré, mais il a dû rester là-bas en quarantaine dans une piole d'hôtel. Pour sa préparation, je crois qu'il est resté à l'étranger pour éviter... Oui, il était en Bulgarie. Très bien. Mais ce qu'il y a avec ça, c'est que je suis obligé de venir vers toi. Très concrètement... Attends, RMC perd Cage Warrior maintenant. Je vais vous parler carte sur table. Oui. Moi, je suis, comme tu le dis souvent en introduction, je suis journaliste indépendant. Oui. Donc, si tu veux... Dis-le plus fort, je suis très fier d'être... je suis très fier d'être journaliste indépendant. Par contre, ça, il n'y a aucun souci. Mais non, si tu veux, les infos que j'ai sont très, très minimes. J'ai pas énormément d'infos sur cette histoire-là. Ce que je sais, c'est qu'effectivement... le nouveau matériel, c'est ça. Faut l'habitude. On essaye d'aller vers le Mac, mais pour l'instant, on n'a qu'une tablette. Le groupe RMC Sport est effectivement en difficulté. C'est pas un secret. Il y a des plans de départ, etc. Donc, l'argent, on compte les sous. Et moi, ça fait très longtemps que j'ai pas collaboré d'ailleurs avec RMC Sport, mais ça, c'est un autre débat. On compte les sous, ils se sont séparés d'autres sports aussi, de la Jeep Elite, le basket. Qui est passé sur l'équipe 21, c'est ça? Voilà, qui est passé sur l'équipe 21. D'ailleurs, ça, il y a tout un autre truc à dire sur la Jeep Elite qui passe sur l'équipe 21, mais c'est un autre sport et un autre débat. Ils se séparent de tout ce qui est, entre guillemets, périphérique. Et si c'est pas l'UFC sur lequel, on l'a vu ces derniers mois, ils sont au coup par coup. Voilà, le dernier coup c'était juillet, quoi. Donc là, coup par coup, là, je pense que c'est. Plutôt que parler de RMC, parlons du groupe M6 qui réalise un joli coup. Le contrat porte sur 12 main cards à partir du 12 décembre, donc à partir du combat de Morgan Charrière. C'est très très bien joué. C'est un super coup. Alors on pouvait s'attendre justement avec l'aval du CSA pour la diffusion en France. Alors on sait que, pour rappeler, pour RMC, ils diffusent, c'est le signal part du Luxembourg. C'est pour ça qu'ils pouvaient diffuser du MMA. Moi, je ne suis pas surpris que c'est bougé rapidement, dans le sens où on savait qu'il y en avait beaucoup qui étaient dans les starting blocks. Maintenant, tout le monde va attendre. Est-ce que Canal ou beIN va bouger sur l'UFC ou quoi que ce soit? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées sur Fight Pass qui ne le veulent pas, qui veulent que ça reste sur Fight Pass. Parce qu'à 10 balles par mois, tu as un contenu incroyable. Et c'est super, les gens vont avoir sur une chaîne complètement accessible, gratuite, du MMA de haut niveau, une des plus grosses organisations européennes. Pas mal de Français qui y combattent, donc pour la vitrine, c'est génial. C'est un super coup. Ils dégainent les premiers, d'autres vont suivre, parce qu'il y a beaucoup d'organisations, mais prendre le Cage Warrior, qui, on le sait, est une passerelle en termes de fighter, pour l'UFC aussi, qui est vraiment crédible, qui est là depuis longtemps, qui fait des beaux événements. Est-ce que le Cage Warrior peut être une passerelle pour le groupe M6 aussi, vis-à-vis des droits de l'UFC? C'est pas le même tarot. C'est plus compliqué. Là, c'est pas le même tarot. Faut s'employer un petit peu plus. Et puis attention, on s'oriente vers... Là, avec les événements en Angleterre, tu peux faire du direct avec une certaine audience. L'UFC, à part quelques événements, regarde hier le pay-per-view, c'est 4h du mat, le début de la main card, 6h du mat pour avoir ton main event. Donc Conor McGregor, ça va être dans ces eaux-là. Donc du coup, d'autant que si tu prends l'UFC, qui est quand même un programme très, très dense, très lourd, t'es entre guillemets, alors je sais que toutes les chaînes ne l'ont pas fait, mais il faut que tu te fasses une émission sur l'UFC qui revient sur les combats, tu vas faire du reportage, etc. Tout ça, c'est de il y a bagarre générale. Effectivement, oui. Alors, les gens vont sur YouTube. Effectivement, mais ça, c'est vrai. Mais pour ceux qui n'ont pas YouTube, qui ne suivent pas forcément tout le temps toute l'actualité du MMA, avoir l'UFC, admettons, je dis n'importe quoi, sur W9 régulièrement, avoir juste les rendez-vous UFC. Alors évidemment, tu as tous les dingues du UFC qui iront ça sans problème, mais je pense que pour les personnes
qui s'y mettent, qui ont envie qu'on les prenne par la main, qu'on leur explique et tout. Avoir une émission, un petit peu, ouais. Voilà, avoir une émission, c'est quand même, ça peut servir. D'ailleurs, je vais enchaîner là-dessus pour vous gronder tous les deux. Voilà, tous les deux là. Merde. Non, parce que vu que maintenant, comme je vous le dis souvent, moi qui bosse beaucoup sur la boxe, le MMA débarque dans le monde légal en France. Voilà. Je sais que c'est un peu nouveau pour vous, mais il faut vous y habituer. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir être indulgent. Il va falloir être indulgent. Ah, attention, je te vois, je sais que tu deviens rouge, là, tu vas péter un plomb. Je suis rouge. Non, mais je dis pas qu'il faut tout accepter. Attention. Je dis pas qu'il faut dire n'importe quoi. Mais on parle de quoi, là? Oui, je sais pas où il veut. Parce que là, il y a un gros suspense, mais... On parle du fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'y connaissent rien au MMA qui vont débarquer et qui vont certainement dire n'importe quoi, avoir des avis depuis très longtemps. Oui, non, mais certes, mais là, tu as quand même une masse de personnes en plus. Là, tu vas te confronter à des personnes qui vont te dire des trucs, mais... du MMX de compète. Ouais, pas improbable. Improbable. Ouais. Donc, je pense que les gens qui ont un avis totalement dépassé, qui disent n'importe quoi et qui diront toujours n'importe quoi, tu peux pas les faire changer d'avis. Mais les gens qui ont vraiment envie de s'y intéresser, qui sont peut-être un peu sceptiques, qui n'y connaissent pas grand-chose, il va falloir faire l'effort d'aller vers eux, de leur expliquer certaines choses, comme nous avec toi sur LeBron et Jordan. Tu restes notre ami. Exactement. Non, mais après, ce qui est intéressant, c'est que aussi par rapport à ces droits-là, ils vont pouvoir diffuser du highlight, d'autres contenus et tout ça. Alors, pour tout ce qui est image vraiment de combat, entre 22h30 et 5h du matin. Oui. Voilà. Et pour finir avec l'UFC et M6, pourquoi je ne crois pas? Parce que pour moi, je ne vois pas autrement qu'une chaîne à péage pour amortir... Surtout pour les combats en direct, parce qu'il faudra une chaîne payante à péage. J'ai l'impression que vous avez un petit ticket. On dit comme ça, chaîne à péage, non? Oui, ça se dit totalement. Bah oui, ça se dit, je suis désolé. Bravo. Non mais attends. Parce qu'il faudra que ce soit une chaîne payante pour que ça puisse être diffusé à partir de 20h30 au niveau des recommandations du CSA. D'accord, pour les événements live qui auront lieu en France. Voilà. Autre news, McGregor Poirier 2, 23 janvier 2021, si je ne dis pas de bêtises. Alors là, il y a une nouvelle info qui serait qu'il y aurait peut-être un public, Eric. Ouais. Alors, tout à fait. Alors, là, on avait repris cette affiche-là. Alors là, c'était le Charity qu'il avait fait, là, parce que l'affiche officielle n'est pas encore sortie. Alors, la bonne nouvelle, c'est que même si c'était dans les coulisses, on savait que c'était bon. Enfin, McGregor, il y a quelques jours, a officiellement signé son contrat. Donc là, il n'y a plus de problème. Tout le monde est apaisé. Au début, on nous parlait de Las Vegas. On était là, on grinçait un peu des dents, petite cage, etc. Donc, Abu Dhabi, Fight Island. Et en effet, Dana White, ouvert au retour du public. Ça avait failli être le cas pour le dernier combat de Khabib. Khabib Gadji. Et ils avaient fait ça un petit peu à la dernière minute, donc du coup, en termes d'organisation, pour des questions sécurité, c'était trop compliqué. Là, je pense qu'ils vont tout mettre en place pour avoir le public. Dana White a dit de manière générale, je suis enfin prêt pour recevoir. Moi, je suis prêt à aller à des concerts, aller à des fiestas. Il a toujours été prêt, lui. Ah oui. Non. Peur. Il n'était pas prêt à des jauges, même moitié de jauge, quart de jauge, il n'était pas prêt à ça. C'était 100%. Rien. Lui, c'est tout ou rien. Il y a encore 10 jours, c'était ça. Là, il change un peu son fusil d'épaule. On sait qu'au Texas, ça accepte des jauges, etc. Donc, du coup, on devrait avoir le retour du public, ce qui est une très bonne chose, même si le MMA est peut-être le sport qui passe le mieux en huis clos. Parce que le foot, c'est juste plus possible. Mais moi, même le huis clos en MMA, j'ai beaucoup. C'est vrai que ça a fait son temps. Là, c'était un peu marrant au début, ça changeait. Voilà, t'entendais les coups et tout. Mais on a pris l'habitude et c'est pas une habitude. Mais donc, du coup, a priori, retour du public à partir. La première carte de janvier, ça sera le 16. Est-ce qu'ils vont attendre vraiment le 23 pour lancer ça? C'est vrai que l'event s'y prête, la revanche s'y prête. C'est Bruce Buffer qui va être content. Ah tu m'étonnes, il va pouvoir... que le pauvre toujours à crier avec ses super vestes. Par contre, très grand pro, parce que le mec il y va à fond quand même. Ça, c'est Bruce Buffer. Moi, je trouve ça assez incroyable. Et il mérite son billet. C'est un métier de famille. Juste un petit truc sur McGregor, il est quand même dans une situation un peu tricky. C'est-à-dire dans le sens où, je ne sais pas si vous vous souvenez, au mois de mars dernier, quand il avait fait son retour, moi, dans Bagarre Générale, janvier, je dis n'importe quoi, contre Cerrone, je disais qu'il était dans une situation où il y avait potentiellement beaucoup d'options pour lui. C'est-à-dire que moi, je pensais à Gaethje, je pensais à Ferguson éventuellement, je pensais à Khabib, on pensait aussi à Ousmane, on pensait à Masvidal aussi.
Les choses ont beaucoup évolué. Diaz aussi, c'était encore sur la table. Les choses ont évolué parce qu'il y a eu des combats tout au long de l'année. Et au final, Gaethje, est-ce que c'est un si bon match-up que ça pour McGregor et pour aller éventuellement se faire une place pour aller chercher un titre et pour... C'est parce qu'il n'y aura pas de ceinture. Hein. Oui, voilà, justement, c'est ce qu'on a peut-être oublié de préciser, c'est que l'objectif de McGregor, en gros, moi, ma question, c'est quoi ? Il veut aller rechercher un titre, il veut des combats lucratifs. Le but, là, effectivement... C'est juste des accords qui ne sont pas passés, parce que lui, il voulait combattre l'année dernière. Oui, non, on en a beaucoup parlé dans Fréquence MMA. 4 fois en 2020, c'est ça. Je ne mets pas du tout en cause. Non, bien sûr, mais c'est là où les fameuses sorties de capture d'écran qu'il a fait avec Dana White, etc. Il voulait vraiment combattre. Il y a eu vraiment une guerre de kiki, comme on dit. Et puis, voilà, Zizi. Hein, le problème, c'est qu'il peut se présenter à lui en 2021, ne sera peut-être pas aussi reluisant que ce qui aurait pu se présenter à lui là cette année. Reluisant, alors oui et non, parce qu'en fait, excusez-moi. Les noms sont les mêmes. Mais Masvidal qui sort d'une défaite, Gaethje qui sort d'une défaite. On doit ajouter quelque chose ici, parce que la dernière fois, nous étions tous quasiment convaincus que Khabib Nurmagomedov ne reviendrait pas. Il y a eu de nouvelles informations quand même sur le fait que Khabib Nurmagomedov est toujours dans les classements, n'est toujours pas destitué de son titre alors qu'il a pris sa retraite. Et Dana White dit qu'il y aurait de bonnes chances quand même pour qu'il revienne au moins une fois pour essayer d'attraper le 30-0, cher aux yeux de son défunt père. Ouais. Et peut-être que sa maman serait d'accord avec ça. Ça relance un petit peu tout. Et il y a aussi un autre truc, c'est que Khabib Nurmagomedov contre Justin Gaethje devait soi-disant battre les records de pay-per-view de Nurmagomedov. C'est pas ce qui s'est passé. McGregor, c'est absolument pas ce qui s'est passé. Il n'y a qu'un seul combat, allez, peut-être deux, qui peut battre ce record. Ce serait Nurmagomedov, McGregor 2, ou, pour faire plaisir à Nurmagomedov, et seulement à Nurmagomedov, ce serait Khabib contre GSP. Mais là, on comprendrait pas bien... non. Après, GSP... on comprendrait parce que c'est le rêve du papa. GSP est une légende. Après, le GOAT pour certains. Je sais pas si vous suivez GSP sur les réseaux sociaux, mais il est dans une forme incroyable. Toujours. Il a toujours été, mais en fait, moi je le suis sur Instagram notamment, et il donne vraiment l'impression de se préparer pour quelque chose en fait. Après, je sais pas. Là, il y a quelques jours, la sortie de Nurmagomedov a encore précisé qu'il repart en études. Il a parlé de ferme, de choses comme ça. Enfin, il veut complètement sortir du. Donc, il dit les autres parlent, mais moi, pour le moment, j'ai plus envie. Donc à un moment, il reste vraiment. Sa dernière déclaration, non, mais la toute dernière justement. Il y a une que j'ai ratée. Mais par contre, Dana White, lui, n'entend pas. Lui est persuadé que quoi qu'il arrive, et là il a annoncé, parce que pour vite fait le dire, il y a un super combat qui est annoncé en décembre, là, Tony Ferguson contre Charles Oliveira. Donc il a dit, en gros, dans ces 4 noms-là, il y a potentiellement le prochain combat de Khabib. Ouais. Voilà. Mais pour clôturer là-dessus et pour me faire encore plus détester, quand tu as donné les chiffres, ça prouve bien une chose en tout cas, c'est que non, mais c'est facile. Non, c'est une vérité. C'est imparable. C'est imparable sur les chiffres pour Conor en pay-per-view, c'est imparable. Après, et oui, il a besoin. Le plus gros vendeur. Il a besoin. Mais ça, là-dessus. Pour péter des records, il a besoin. Là, clairement, le numéro 2 qui vend, c'est Masvidal. C'est pas Nurmagomedov. Oui. Non, c'est réel. C'est la vérité. Après, il faut être deux. McGregor, certes, il pète les scores, mais il pète pas les scores s'il affronte... Il fait pas 2,4 millions contre Cerrone, voilà. On est d'accord. D'accord, mais bon, même contre Cerrone, il fait quand même au-dessus du million. C'est Masvidal qui a été au-dessus, par contre. Ça, il y a un tout petit peu dessus. Et puis, je crois qu'il y a 3 pay-per-view de McGregor dans le top 5. Oui, contre Alvarez, il fait un truc énorme. Donc, à voir s'ils arrivent à le décider. Mais non, je pense que sportivement, s'il s'y tient et que l'UFC a vraiment clairement besoin de lui maintenant de nouveau, surtout après la retraite de Khabib, ils doivent rêver de pouvoir faire ce Nurmagomedov-McGregor 2. C'est le rêve absolu. Et si on essayait une 6e fois Nurmagomedov contre Ferguson? Moi, je peux plus. En tout cas, le Ferguson, tu vois, là, c'est pour le Ferguson-Oliveira. Ça c'est un match-up de malade mental. Mais Ferguson, Khabib... je mets un slip. Khabib contre Ferguson, c'est un peu passé. Depuis qu'il y a eu Gaethje, etc. Ça change un peu les choses, mais comme dit souvent Eric, c'est pas le même combat. Bref, en tout cas, on a beaucoup de choses on a beaucoup de possibilités pour cette catégorie des légers. On va terminer cette partie MMA avec une officialisation
de combat pour l'UFC 256, le co-main, toujours le 12 décembre, hein, comme pour le Cage Warrior sur W9. Là, ce sera Junior Dos Santos contre le Français Cyril Gane. C'est une super nouvelle. Co-main event, pay-per-view. Co-main ? Je crois que c'est co-main event. Ouais. C'est génial. Ah bah écoute, là, attends, le Figueiredo est arrivé, ça peut-être bousculé un petit peu ce qui... Ouais, mais c'est un lourd. Enfin, en tout cas, il sera sur la main card. Moi, j'ai lu co-main event. C'est un combat entre deux poids lourds. Moi, non, je sais pas. Mais j'ai lu ça. Là, ça y est, c'est la cour des grands. Hein. C'est génial. C'est génial parce que quelle année 2020 difficile pour lui. Très compliqué Blanche, et tout. Hein. Les blessures, blessures, combats reportés, des histoires de contrats pour ses adversaires, etc. Coronavirus. Là, on y est et c'est ce qu'on appelle communément le step-up fight dans le milieu des sports de combat. Il faut qu'il nous montre quelque chose de vraiment très costaud, de très fort, qu'il envoie un message au grand public. Parce que moi, j'ai vraiment le sentiment que le grand public, même UFC, des aficionados de l'UFC, ils sont peut-être intrigués par Cyril Gane, mais ils attendent de voir plus. Mais je pense qu'il y a un problème de marque française. C'est-à-dire que c'est le nouveau Frenchie, et comme il y a Ngannou qui est devant, voilà. Alors Ngannou qui est franco-camerounais, pas seulement français, mais il est aussi estampillé France. Bien sûr. Donc peut-être que la hype va plus vers Ngannou que vers Cyril. Voilà. Les gens. Et puis Ngannou a fait des statements. Voilà, exactement. Gane n'a pas encore décapsulé la tronche d'Alistair Overeem. Et Cyril Gane, là, il a une occasion incroyable de montrer ce qu'il sait faire de mieux. Il faut qu'il le fasse pour envoyer un message au grand public, mais aussi, et ça on le dit tout le temps dans cette émission, c'est très important, au chef. Il faut qu'il envoie au matchmaker, à Dana White, qu'il leur montre que voilà, quitte à peut-être en faire trop, je parle alors je sais que c'est le bon gamin, donc il n'est pas comme ça, il n'est pas exubérant, mais il faut qu'il montre quelque chose d'un point de vue personnalité et évidemment dans le combat. Moi j'ai noté une petite chose, c'est la communication de la MMA Factory. On rappelle que Cyril Gane est pensionnaire de la MMA Factory. La communication de la MMA Factory sur leur plateforme d'expression est un petit peu différente des autres combats. Là, je vais exagérer un peu, je vais forcer le trait, on a quasiment l'impression que c'est un title shot. Tellement il arrive sur quelque chose de grandiose. C'est important, c'est très important. On est d'accord, mais est-ce que c'est forcément ce qu'il y a de mieux, justement, de créer toute moi, je pense qu'il faut créer cette attente autour de cet événement. Moi, je pense qu'il faut créer l'événement. Il faut sacraliser. Il faut le monter. Parce que juste après, je vais te laisser la parole, Eric. C'est que Cyril Gane, il est déjà dans une division qui est chargée. Division qui est chargée où il y a John Jones qui va débarquer. Normalement. Donc il faut très rapidement qu'il prenne les places. Selon moi, il a plus l'air d'être proche d'un combat contre Israël Adesanya que contre un poids lourd. J'ai l'impression. Parce que ce serait le combat lucratif, c'est le combat qui lui rapporterait potentiellement le plus d'argent. Plus d'argent qu'affronter un Stipe Miocic ou Francis Ngannou si jamais Francis Miocic contre John Jones avec une ceinture des lourds au bout. Attention, jeune homme. Je sais pas. Adesanya, t'es à ça de la pompe. Plus que Adesanya John Jones. Sachant que Adesanya mais par contre le Ngannou John Jones, je pense que là c'est fait d'artifice. Potentiellement, je suis d'accord. Mais en gros, pour Cyril Gane, il est temps de prendre les places. Là, ils sont dans le restaurant, autour de la table, c'est la ceinture poids lourd. Il y a quelques places et il faut prendre la place pour se disputer. Eric, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Je sais que tu es content. Super nouvelle. Déjà, j'adore le bonhomme. Je pense que c'est compliqué de ne pas avoir de la tendresse pour ce gars-là. Au-delà du combattant, c'est un bon gamin. Il porte bien son surnom, ça c'est clair. En effet, une année compliquée et du coup à l'arrivée la plus belle des cerises possible. C'est ça. Donc tu prends un ancien champion qui est quand même toujours, il est classé 7 encore Dos Santos, donc clairement là c'est comme il disait tout à l'heure, le step, un match-up qui sur le papier est vraiment intéressant pour lui et sa qualité de striker. On pourrait dire que le danger pourrait venir d'un Dos Santos qui se mettrait à se réveiller et se dire « Oh putain, j'ai de la lutte et du sol », ce qu'il n'a jamais fait avant. Mais il l'a vraiment. Dans ce cas-là, ça pourrait donner un match, une physionomie peut-être un peu différente. Quoique Cyril aussi montre de gros progrès. Il a fait des soumissions, quand même. Et puis il y a ça aussi, parce qu'on se dit pour Cyril, il y a eu une année difficile, etc. Mais quand on connaît un peu le garçon, on sait que du coup, il a travaillé il bosse. Il bosse dur. Comme un chien de la casse. Et puis, mentalement,
mentalement d'avoir tes combats. Là, le dernier, c'est annulé à 3 jours. Ouais, tu vois. Et tu repars. Heureusement, bon, il n'a pas les wake-up à faire. Ouais. Mais mentalement, à chaque fois, de te remettre dedans, de te remotiver et de ne pas penser que le combat peut encore s'annuler, etc. et de repartir. Là, c'est vrai que l'UFC dit bon, ok, franchement, t'as pas été verni. Maintenant, tu vas avoir un vrai step là. Tu vas avoir un vrai combat. Et comme le disait Christian, en effet, une victoire sur un Dos Santos change complètement la donne. Même s'il est déjà pas mal suivi, les gens s'intéressent. Regarde, il a un super gabarit, il est beau gosse, il a un style alléchant. Peut-être que toi, tu parlais de faire des choses en amont. C'est dans la cage et je crois que ça va être a priori de ce qu'il laisse paraître sur les réseaux, ça va être aussi un peu le truc d'être un peu plus offensif encore. Tu vois, de sortir encore un peu plus de striking, de montrer dans la cage, de faire peut-être un statement sportif. Parce que s'il termine Dos Santos, ça part de là forcément. S'il termine Dos Santos dans la cage, en effet, tu rentres dans une cour très intéressante. Moi, je reste persuadé que tout ce qui est titre, il faudra attendre parce que si John Jones arrive, Stipe Miocic, Francis Ngannou, 2021, à moins de blessures, ça va tourner entre ces gars-là. Disons qu'il se met dans la file d'attente. Mais t'es juste derrière avec les Blades, les Overeem qui veulent refaire un run et tout ça. Donc t'as que des très gros combats qui arrivent derrière. En fait, c'est fini. Les gars de la porte juste avant, tu vois. Là, tu te tapes un vrai gros gatekeeper. Tu le passes, ça veut dire quelque chose, même si les gens diront. Aussi un blaze. Ouais, même si les gens diront, ouais, c'est plus le Dos Santos, d'accord, mais il faut le passer. Il faut le prendre. Il faut le passer, donc c'est super. C'est comme tu disais, ça va partir évidemment de ce qu'il fera dans la cage, avant qu'il puisse éventuellement être exubérant, peut-être parler. Il collera personne, c'est pas sa mentale. Franchement, il l'a déjà dit. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Effectivement, il le fera pas, mais ça partira forcément de la cage pour éventuellement montrer autre chose, sans forcément appeler les mecs, être virulents. Ça va s'appeler tout seul, hein, s'il couche Dos Santos. Exactement. C'est sûr. Glisser un petit mot en interview post-fight, voilà, moi je suis présent. Je vous prends au débeauté là pour terminer, un petit pronostic pour ce combat. Au débeauté. C'est pas prévu ça. C'est ça. Non, c'est pas prévu. Il y a le côté chauvin, forcément, c'est sur Cyril. Moi, j'espère vraiment retrouver une rage dans le striking qu'avait Cyril au TKO. D'accord. Donc du coup un finish de Cyril, puisque le menton de Dos Santos, on l'a vu, c'est plus trop ça. Contre Rozenstruik, avant de se faire coucher, il arrive à bien manager, mais on sent que si ça clip, et ça sera intéressant de voir si face à des mecs comme ça, le KO power il peut l'avoir. Donc allez, de l'agression et un finish côté français. Oui. Moi je suis pas persuadé qu'il y ait finish. Ouais. En revanche, je pense qu'il peut y avoir techniquement une domination totale de Cyril Gane et un peu voir un Cyril Gane qui récite sa partition, qui nous montre ce qu'il sait faire de mieux et qui l'emporte en UD. Mais en étant extrêmement sérieux, parce que même si Pépère il est sur la pente descendante, il peut toujours envoyer une enclume. Oui, non, bien sûr. À ce poids-là, voilà. Et attention quand même, phase de lutte et sol. Mais sérieux, moi je suis super content de ce match-up. Bon, très bien. Parfait. Eh bien, ça conclut notre partie MMA, messieurs, sauf si vous avez quelque chose à rajouter. Non. Merci d'avoir accompagné néanmoins. Merci d'avoir suivi cet épisode de Bagarre Générale 12, la partie MMA. Et on vous donne rendez-vous vendredi avec les mêmes fringues pour la partie boxe. À bientôt.